Bienvenue à notre magazine sociopolitique Actu 60. Bienvenue dans ce débat contradictoire. Comme je l'ai toujours dit, un débat d'idées, un débat intelligent. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui 4 invités sur ce plateau. Il s'agit de Maître Zorobabel Moulin. Il est le président national du parti politique MLCO. Nous avons Alain Zikatedi, il est le secrétaire exécutif provincial de l'ESID. Nous avons Emmanuel Moloko, il est membre de l'ASBEL Action Fachi 2023. Et puis Didier Bofi, il est analyste politique indépendant. Avec mes invités, nous allons discuter par rapport aux propos qui fait couler beaucoup d'encre et salive qu'ont tenu Kagame depuis Cotonou, que la RDC, que les terres rwandaises se trouvent en République démocratique du Congo. Les questions se posent pour ce genre de propos. Que traduisent ces genres de paroles? Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Maître Moulin, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous mes co-débatteurs. Bonsoir à tous ceux qui vont nous suivre ce soir. Et voilà. Emmanuel, on t'appelle souvent Emmanuel, bonsoir. Oui, bonsoir madame Minuska. Je suis vraiment très heureux d'être sur ce plateau ici. Merci. Alain Zikatedi, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir également à mes co-débatteurs. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et ceux qui aiment le Congo. Bonsoir à ceux qui sont surtout dans la partie est de notre pays, qui sont en train de subir l'injustice et l'incompétence de M. Félix Tshisekedi au sommet de l'État. Bonsoir également à nos amis du Moamba, là où nous sommes dirigeants dans le parti, et nous leur disons toujours que le Congo sortira du gouffre dans lequel M. Tshilombo l'a plongé avec un président compétent au sommet de l'État. Avec beaucoup de rigueur là. Didier Bofi, bonsoir. Bonsoir Madame Minuska. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je profite aussi de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Et voilà, entrons déjà dans le vif du sujet. Nous commençons par Maître Zorobabel Moulin. Kagame a tenu des propos vraiment vexatoires, s'il faut le dire. Nous posons des questions. Qu'est-ce qui motive ce genre de propos? Que cache Kagame en disant que les terres rwandaises se trouvent en République démocratique du Congo? Maître Moulin. Je crois que ces propos ne peuvent être placés que sous le sceau de la folie. C'est un malade mental. Kagame est en train de perdre les pédales. Donc c'est un problème totalement psychologique. Vous savez, même psychique. Vous savez, les limites actuelles sont fixées depuis 1885. Et lors de la conférence de Berlin, il n'y avait aucun Africain qui a participé à cette conférence de délimitation. On va encore plus loin. Jusqu'en 1908, lorsqu'il y a le traité de cession de l'EIC à la Belgique, donc on devient Congo-Belge, les délimitations de frontières étaient déjà fixées jusqu'à cette date. Et jusqu'aujourd'hui, quand vous prenez la situation de la RDC, elle est respectueuse. Ça c'est de 1. De 2, quand vous prenez le soi-disant Rwanda, en fait le Rwanda n'existe pas en soi. C'était Luanda. Luanda c'est un Kiunde. C'est un Kiunde. Ce sont des immigrants Tutsi, enfin nilotiques à l'époque, qui sont venus s'installer dans les terres de Houndé. Et quand vous prenez la carte géographique de 1914, le Rwanda n'existe pas. Le Rwanda n'existe pas. Et quand vous prenez la délimitation, en fait, la RDC et nos terres sont après Gisenyi. C'est ça la vérité. Après Gisenyi. C'est là où vous trouvez les anciennes limites entre le Congo belge et l'association internationale d'Allemagne. C'était une terre allemande. 145 que l'Allemagne perd
qu'on leur donne le nom Rwanda et le Burundi à côté, qui était Urundi. C'était pas même Burundi, c'était Urundi. Et on les confie comme protectorat de la Belgique, donc une terre annexe à la terre congolaise. Donc aujourd'hui, Rwanda, Kagame, tenir ce genre de propos, c'est tout simplement une folie, une vaste folie expansionniste. Maître Zorobabel, lorsque vous dites que c'est une folie, est-ce que vous ne voyez pas que le zèle que Kagame a eu en le poussant de s'exprimer de la sorte ne provient pas de la RDC, précisément du chef de l'État? Le chef de l'État, n'oubliez pas, nous a dit que Kagame était son frère. Le chef de l'État s'était même permis de donner au Rwanda l'exploitation de nos raffineries minières. Non, écoutez, dans le cadre de la diplomatie africaine, on est habitué à être un pays hospitalier. Mais la rigueur fait partie aussi de la diplomatie, maître. Je sais, je sais. Vous savez, en 71, la RDC avait octroyé la nationalité de manière collective aux ressortissants du Rwanda qui habitaient avec nous ici. En 72, on l'a annulé, on a refusé cette nationalité collective. En 81, on a refait une autre loi et on a décidé cette fois-là, question de commettre cette erreur d'octroyer une nationalité de manière collective, surtout à cette population Tutsi. Vous comprenez? Donc, la bonne foi existe. Je l'ai dit tout à l'heure sur d'autres chaînes. Moi, à l'époque soldat, gendarme, j'ai dû ramasser une carte pour citoyen en 81. Une carte pour citoyen. Écrit le nom Tcham. Tcham, quand vous allez chez moi, chez les Kanyoka, c'est notre nom. Et je vais, d'ailleurs, le nom de ma mère. Et quand je vais chercher l'adresse où c'était écrit dans la carte pour citoyen, qui je trouve là-bas, c'est un Sénégalais. Tcham, mais Sénégalais. Ça veut dire que chercher à vivre en bon terme avec tous ses voisins n'est pas un problème d'individu ou d'exclusivité d'autres personnes. Même le pouvoir doit d'ailleurs favoriser ces échanges-là. C'est une bonne chose. Mais il y a ceci. C'est l'intention qu'a Kagame qui est cachée au vu de beaucoup de gens. Qui pouvait savoir aujourd'hui que, en fait, Kagame, dans son comportement, il cherchait à instituer l'empire Imatuti. On croyait que c'était déjà des faits. Mais le combat va très loin. Voilà ce qui s'est passé, madame. Et là, je voudrais que les téléspectateurs, malheureusement, vous ne parlez qu'en français, les téléspectateurs qui n'entendent pas le français, puissent comprendre, si vous autorisez. Tango, Afdel a eu pouvoir. L'Afdel, c'était quoi? C'était les Tutsis rwandais et les Tutsis ougandais qui avaient accompagné Mouzé. Mouzé n'était même pas dans cette histoire. C'était une affaire de Tutsis qui voulait instituer l'empire Imatuti. Et pour y arriver, il fallait d'abord fragiliser, c'est-à-dire Balembissa, Mboko Zaki na Makasi Zaki RDC, Zaïre. Il fallait détruire le Zaïre. Les détruire sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan social, sur tous les plans. Et même là, j'étais encore militaire quand ils sont arrivés le 17 mai, on a été tous envoyés, les militaires. Il y avait des fausses communes. Il y a des questions pour la résistance. Et au même moment, sur le plan politique, il y a ceux qui baillent Bastouni, yo Tanganini, on a la salle par exemple, le licencié, au cas de fierté. Bazu ba licencié, bachang bango pembeni, bo batangité, bachi bango pembeni, o batangité bazu ba grade, o bazali ba cadre universitaire, ba ke ba bomi bango. On était en train de décimer comme ça la crème intellectuelle. Veuillez chuter. Oui, je suis en train de chuter. Et donc, on a dû nous infiltrer depuis 1997 jusqu'au plus haut niveau du sommet de l'État. Je peux dire même que le président
lui-même était déjà un agent de Imatuti à l'époque, parce que il a dû signer des nominations de généraux comme Bosco Ntaganda, interpellé à la CPI. Il ne connaît pas la langue militaire. Or, nous, ici, nous avons une langue. L'armée a sa langue. À l'époque de Mobutu, c'était le Lingala, et à l'époque de Mouzé, c'était le Swahili. Alors, à cette époque, c'est quoi? C'est les Chiluba? Non, c'est les Lingala. On est revenu au Lingala. C'est une façon de dire que cette infiltration a fait qu'aujourd'hui, avec le procès, par exemple, Monga Tchouchou, qui est un procès révélateur, nous arrivons à comprendre que c'est notre pays qui était déjà parti. Et le président actuel n'a été que piégé par ce qu'il n'avait pas comme idée. N'oubliez pas que le dossier est suspendu. Je passe la parole maintenant à Didier Bofi par rapport à cette question. Kagame qui a le culot de dire aujourd'hui que le terre rwandais se trouve ici dans notre pays. Maître Zorobabel a brossé les considérations historiques par rapport au comportement de Kagame aujourd'hui. On parle de schizophrénie politique, on parle de folie politique, mais au-delà de cela, moi je voudrais dire que le comportement de Kagame se justifie par ce qu'on appelle irrédentisme. Ça veut dire quoi? Maître parle intelligemment de l'empire Imatuti. Ça veut dire quoi? Pour Kagame, pour les Rwandais, pour les Tutsis, eux doivent installer un empire. Et quand on parle d'un empire, le soubassement de tout empire, c'est la conquête. Partout où les Tutsis se retrouvent, avec leur folie de supériorité de race. Hein? Ils se considèrent supérieurs aux Bantous, supérieurs aux Pygmées, supérieurs. Alors pour eux, quand je dis irrédentisme, partout où il y a des Tutsis, ici chez nous et partout, ils doivent constituer un empire. J'ai suivi, je crois, l'année passée, si mes souvenirs sont bons, la conférence internationale des Tutsis. Ils disaient ceci, c'est pas moi, c'est eux, je cite, nous sommes d'abord Tutsis avant d'être Rwandais. Nous sommes Tutsis avant d'être. Mais ce que Kagame dit aujourd'hui ne peut pas nous étonner. Cet irrédentisme-là, le fait de considérer que partout les Tutsis sont, et ces terres-là sont des terres qui doivent appartenir aux Rwandais, je dirais mieux, à l'empire là fictif Imatuti, et c'est ça ce qui justifie le comportement de Kagame. Au fait, excuse madame, il n'est pas fou à vrai dire. Il sait ce qu'il dit. C'est une mission. Il n'est pas ivre. Il sait ce qu'il dit, c'est un projet. Didier Bofi, laissez-moi vous relancer. Allez-y. Pourquoi est-ce qu'à l'époque du maréchal Mobutu, on n'a jamais écouté ce genre de propos de la part du pasteur Bizimungu ou de Museveni? À l'époque de Mouzé Kabila même, s'il est certes que c'est lui qui nous a amené le Rwandais ici, à l'époque de Kabila aussi, on n'a pas entendu ce genre de propos de Kagame. Non, peut-être que vous n'entendez pas. Vous n'entendiez pas, merci maître. Ça existe. Depuis longtemps, eux parlent de conférence de Berlin 2. Conférence au cours de laquelle on doit redéfinir les frontières de l'Afrique en général et surtout de l'Afrique centrale. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Indexer le Zaïre ou la RDC, Kagame n'en a jamais indexé. Non, vous parlez d'autres choses. Mobutu avait des services de sécurité qui étaient au point, etc. Oui. Mais la pensée là, la création de cet empire Imatuti date de longtemps. Je parle de l'irrédentisme ici. Ce n'est pas un projet made in Kagame. C'est un projet que Kagame, en naissant, il a trouvé ce projet. Moi, je pense plutôt, là, j'ai tenté de répondre à la question, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui justifie les propos de Kagame? Moi, je pense que ce qui justifie ça, c'est justement l'installation de leur empire-là, Imatuti. Ça veut dire que ceci, nous, Congolais, on ne doit pas croiser les bras. Moi, je considère cela comme une déclaration de guerre. J'aimais... Quand la Belgique aujourd'hui remet la pendule à l'heure pour dire, à vrai dire, c'est en principe nous autres Congolais.
qui devrions réclamer nos terres qui se trouveraient de l'autre côté au Rwanda. Mais nous, on n'a pas cette pensée expansionniste ni encore irrédentiste. Nous, quand vous lisez même dans la charte de l'OUA, la défunte, aujourd'hui c'est quoi, l'Union africaine, on vous dit, le principe c'est l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Mais Kagame fait fi de ça, il dit, il ne sait que faire de ce principe de l'intangibilité. Même sur le plan du droit international, il est en train de marcher, Kagame, sur toutes les conventions internationales. Je chute en disant, les Congolais doivent considérer cela pas en réalité comme de la folie, mais comme une déclaration de guerre dont le soubassement s'appelle irrédentisme, dont le soubassement s'appelle l'installation d'un empire. Alors nous devons affûter nos armes. Je l'ai dit, je crois, dans d'autres émissions, nous ne devons pas nous leurrer en disant, écoutez, Kagame est en train de... Il ne joue pas, il est sérieux. Mais vous ne trouvez pas que Kagame sort de son silence, Kagame, il sort de son mythe, il le révèle dans son cœur, et malheureusement, ici en RDC, il n'y a pas de répondant. Merci. J'aime le dernier mot que vous venez d'utiliser. Mais le répondant, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Le gouvernement. Oui, nous sommes leaders d'opinion. Nous sommes en train de dire que Congolais, la Mouka, n'est national bito telema. Monguna asalobi ki akobundisa biso jusqu'à ce que akoboto la mabele oyo bakoko na ye batikela ye. C'est une déclaration de guerre. Il a été interpellé, il s'appelle comment, le ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas? Donc comment vous dites qu'il n'y a pas de répondant? Quand nous faisons des émissions ici, voilà le répondant. Je parle d'une réaction officielle du gouvernement, il n'y a pas. Vous avez raison, d'une certaine manière, voilà le gouvernement qui nous suit, le Premier ministre qui nous suit. N'est-ce pas une faiblesse aussi? Je ne vais pas abonder dans ce sens-là, mais en tout cas... Kagame Bang, ça pouvoir remplacer. Je passe la parole à Emmanuel. Non, Kagame Bang, ça va n'aller. Ok, merci Madame Minuska pour la parole. Oui. Donc j'ai déjà vu, mes chers aînés ont déjà entamé ce sujet. Moi, je vais un peu recourir aussi depuis Belle Lurette, où cette histoire a pu commencer. Cette histoire a pu commencer d'abord quand les peuples bantous et les peuples nilotiques vivaient en harmonie. C'est seulement que non, je commence d'abord par les peuples bantous. Les peuples bantous vivaient tout d'abord à côté du Sahara, où ils vivaient en harmonie. Lorsqu'ils ont senti que non, il y avait la formation du Sahara, ils ont pu quitter là où ils étaient pour rejoindre, chercher au moins la forêt, parce qu'il y avait déjà un climat favorable. Ouais, donc irride, j'allais dire. Donc ils cherchaient un endroit pour vraiment s'installer. Ils ont pu descendre jusqu'à l'Afrique centrale. Aujourd'hui, il y a des Bantous qui sont au Cameroun, ils sont au Gabon, ils sont en République démocratique du Congo et ainsi qu'on sort dans les autres pays de l'Afrique centrale. Et jusqu'à ce qu'ils sont en Afrique du Sud, où on a même parlé des Zoulous, où ils se sont installés. Ils avaient leur propre langue qu'ils parlaient. Et nous avons aussi vu nos frères qui étaient des Nilotiques. Ces Nilotiques-là vivaient tout autour du Nil. Et ce qui a fait, c'était quoi? À l'époque, lorsque la reine du Saba a voulu, malgré tout, on nous a masqué l'histoire par rapport à la reine du Saba, que la reine du Saba voulait voir le roi Salomon parce qu'il a été le plus sage du monde, ainsi qu'on s'en met. Et ici aussi en Afrique, on avait déjà une reine qui a été vraiment sage, où elle a aussi voulu visiter Salomon, en entendant dire que oh non, nous avons un roi qui est le plus sage du monde, ainsi qu'on sort. La reine est allée visiter aussi le roi Salomon avec ses troupes. Et ensuite, lorsque la reine est arrivée en Israël, c'est en ce moment-là qu'ils ont pu commencer leur amour, et ensuite ils ont eu un enfant qui s'appelait au nom de Ménélik Ier. Ménélik Ier là a été un enfant qui est le fruit de l'hybridité entre la race blanche et la race noire.
la race noire qui a été la reine Elisabeth. C'est en ce moment-là où les princes Ménélique Ier, il a été l'héritier. Mais vu que par rapport aux conditions qui étaient établies en Israël, il n'y avait pas moyen que les princes Ménélique Ier soient aussi les rois d'Israël. Alors Emmanis, politiquement, la réaction, merci pour toute cette philosophie, encore la théorie, l'histoire que vous venez de nous rappeler ici. Politiquement, qu'est-ce qui motive Kagame? Bon, ce qui motive Kagame, le problème c'est ça. J'avais même pas encore fini. J'étais en train d'expliquer là. Bon, le problème ce qui motive Kagame c'est quoi? Lorsque le prince Ménélique Ier n'a pas pu accéder au trône à l'Israël. Parce que d'abord, ici en Afrique, chez sa mère, il était aussi comme prince et aussi là-bas. En Israël. En Israël aussi, il a été désigné comme le futur roi. Mais lorsqu'en Israël, ça n'a pas pu marcher, il devait retourner en Afrique. Parce qu'il a été du sang royal. Il devait retourner pour récupérer aussi sa place en Afrique. Là, c'était dans quel pays? Précisément, bon, là, c'était en Éthiopie, où il y avait l'Empire. C'était pas encore l'Empire, mais c'était l'Empire Abouzini. Ça a été encore là, où il devait retourner. Ils ont même créé, à l'époque là, 3 royaumes. Dans ces 3 royaumes-là, où ils sont retournés, ils avaient quand même, vu qu'ils étaient déjà déplacés avec la reine du Saba, ils ont quand même pu avoir des enfants aussi avec des Israélites, où ces enfants-là, ils ont été de métis, où ils devaient rentrer. Aujourd'hui, on voit même, j'ouvre même une parenthèse, on voit même aujourd'hui au Somalie, où on a vu, il y a des tigres, ainsi qu'on soit avec d'autres races. Et puis cette race-là, lorsque l'empire de Abouzini, Je veux un peu comprendre. Ouais. Vous voulez nous dire que Kagame est descendant de ouais, Kagame est maniqué. Ouais. Non, on vous a menti. On vous a menti. Très bien. Bon, laissez-moi. Tout ce que tu racontes, c'est vraiment, excusez-moi, jeune frère, du charabia. Et puis, il faut d'abord mûrir cette histoire. Très bien. Ouais. Cette histoire de Tutsi. Déjà, à l'époque, Moïse divorce avec Séphora. C'est marié à qui? À une nilotique. Maître, s'il vous plaît, laissez-les achever son idée, allez aussi tout en haut. Laissez-moi d'abord achever mon idée. Lorsque ce peuple-là est arrivé dans l'empire de la Bosnie là. Non, Abyssinie. Et ouais, Abyssinie, j'allais dire pardon. Lorsqu'ils sont arrivés là, ils ont créé cet empire où il y avait aujourd'hui des pays tels que la Somalie, il y avait l'Éthiopie, il y avait l'Érythrée, il y avait aussi l'autre pays où les noms m'échappent là. Et cette même population là qui venait du prince Ménélique Ier, ils ont aussi réclamé, donc et c'est leur habitude de toujours réclamer des terres, parce que dès lors on l'avait leur chassé en Israël, ils n'avaient plus de place, où ils sont venus en Afrique pour chercher toujours des terres. Hein? Donc et c'est toujours leur combat de chercher toujours des terres. Vous êtes en train de raconter des histoires impossibles. Maître, s'il vous plaît, maître, la tolérance, s'il vous plaît. Maître, la tolérance, laissez la question allez tout droit. Le problème c'est quoi? Emmanuel, allez tout droit. Lorsque cet empire, Il peut citer Quel empire? maître, non. S'il vous plaît, ne les désorientez pas, s'il vous plaît. Maître. Allez tout droit, oui, par rapport sur le plan politique. Sur le plan que politique. représentent les propos de Kagame. Sur le plan politique, ce qui représente les propos du président Kagame, Oui, oui. lorsque cet empire-là s'est disloqué, il y a certains, toujours de cette population, comment on les appelle les Samo... Attendez un peu. Il faut bien mémoriser. Ouais, les Samolitides. Parce qu'ils étaient les descendants de Salomon. Lorsqu'ils ont cet empire-là s'est disloqué, ils descendaient vers l'est de l'Afrique.
où ils se sont installés en Ouganda, ils se sont installés au Rwanda, à une partie du Rwanda, et aussi au Kenya. Et si vous voyez aujourd'hui la physionomie de ce peuple-là et certains de nos mélodiques, donc vous pouvez voir carrément que non, ces gens-là sont vraiment conformes. Donc, et aussi ces peuples-là, et pour eux, leur combat, ils cherchent toujours des terres à s'installer. Alors, qu'est-ce qui motive le peuple de Kagame aujourd'hui? La recherche des terres, si je comprends. Ouais, mais c'est ça. Ce qui motive Kagame, oui, c'est la recherche des terres. Donc Kagame est toujours à la recherche des terres. C'est ce que j'ai appelé irrédentisme. Et voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Retenons au moins que c'est une émission, hormis son caractère politique, c'est aussi pédagogique. Donc chacun de nous apporte au moins son expérience, son expertise par rapport à l'histoire qu'il connaît, qu'il maîtrise. Je passe la parole à Alain Zikatedi. Alain Zikatedi. Oui madame, j'étais en train de sourire, j'ai failli même rigoler là parce que mon frère, je ne sais pas où est-ce qu'il a ramassé. D'ailleurs, c'est lui qui Pas des propos forts, il n'a pas ramassé. C'est lui qui l'a induit en erreur, c'est lui qui a écrit à sa place. Et vraiment, il n'a même pas pris le temps de mémoriser ce qu'on a écrit pour lui. Et tu vois comment est-ce qu'il est en train de pérorer là, parce que apparemment, il ne sait pas comment nous sommes quittés d'une zone vers une autre. Et comment est-ce que nous avons tous occupé la terre, plutôt l'Afrique surtout. Comment nous sommes éclatés? Les bombes est venu de quelque part, c'était où? Tu vois là, il ramasse, je ne sais pas la religion, je connais. Jérôme Babel, c'est un pasteur. Hein? Donc lorsque vous le voyez les recadrer là, c'est parce qu'il comprend facilement que notre ami, s'il vous plaît, nous étions polis. Il faut écouter quand même. Tu veux désorienter le débat. Continue, monsieur. On t'avait laissé continuer avec tes hérésies là. On t'a laissé la place. Alors, donc, il n'a pas, tu as compris, donc, d'abord, l'aspect politique, il n'a pas si démontré comment il était souffert de part et d'autre par les aînés dont il a fait raison. Mais moi, je regrette. C'est lui qui t'a ignoré, c'est lui qui a écrit à ta place là. Donc, il faut vite rentrer avec tes hérésies là, c'est pas bien. Bon, je rentre maintenant dans le débat là. J'ai entendu mon aîné Zorobabel parler de la bonne foi existe. Je ne sais pas elle existe où. En politique ou en diplomatie. La bonne foi. Vraiment j'étais frustré là pendant qu'il parlait. La bonne foi en diplomatie. Pendant que, nous le savons, en diplomatie ou en politique, c'est les intérêts qui priment. Ne venez pas là, ne m'écoutez. Maman, vous allez perdre votre adversaire. Vous gagnerez des pions. C'est ce que nous sommes en train de voir. Kagame est en train de nous damer des pions sagement. Et c'est grave. La bonne foi n'existe pas en politique. Deuxième chose, il a dit, bon, moi je comprends, hein, je connais mon aîné, je connais un peu son combat. Je connais comment est-ce qu'on a milité avec lui. Et en éclair, je ne sais pas comment mon aîné a changé directement du camp. On comprend dans ces pays. Mais le problème c'est quoi? Il dit le président actuel était piégé. Oh bon, j'ai failli tomber en syncope. Piégé? Mais pourquoi pas? C'est là où nous allons dire. Non, madame. C'est un humain, il peut être vous piégé par ses savez, ennemis. ici, j'ai des élites, des sommités ici. Thomas Sankara a été piégé. Non, madame, permettez-moi. Allez-y. Permettez-moi. Vous savez, moi je suis en train de lire une théorie que Platon nous a laissée, la théorie des mythes de Gazer. Où Platon vous démontre comment un éliminé ne peut pas tomber dans cette place, c'est celui qui est censé porter des solutions. Lorsque vous qui êtes censé porter des solutions, vous tombez. Maintenant les autres, que feront-ils? C'est ça le problème. Dans des pays sérieux, lorsque vous arrivez au pouvoir, à la tête d'une nation, vous avez déjà devant vous un tableau peint de toutes sortes de matières. On vous demande, parce que notre guerre aujourd'hui, ou notre conflit, ne date pas d'aujourd'hui. Mais c'est une on l'a hérité, certes. Mais il devrait quand même nous dire, parce que lui a milité avec nous dans l'opposition, que l'IDPS avait déjà imprimé une politique
public, non seulement public, mais politique extérieure et la diplomatie. Pourquoi? Parce que lui était en mesure de pouvoir nous démontrer comment résoudre ce problème ici. Mais être tenté, être piégé, c'est là que j'ai dit qu'il n'était pas préparé. Donc nous confirmons cette thèse-là. Mais, je vais dire à mon frère, avant de continuer à répondre à votre question, la déclaration de la Belgique ou du roi des Belges, vous l'avez toujours exploité du côté positif ou du côté A, où il vous a démontré qu'effectivement c'est le Rwanda qui a des terres à remettre au Congo. Oui, mais il a dit quoi à la fin? Le jour où le Congo aura un leadership fort, capable, ce leadership-là sera en mesure d'arriver aussi à conquérir ou à récupérer des terres perdues. Donc il a affirmé que le Congo actuel n'a pas un leadership fort et capable. C'est ça le problème que nous subissons. Madame, moi je me pose des questions à haute voix comme un intellectuel. Parce que j'ai aimé mon frère. Lorsque mon aîné Zoruba Bel dit que c'était une folie, j'ai dit non. Apparemment nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Kagame n'est pas fou. Kagame comprend ce qu'il dit. Regardez, madame, nous pouvons peindre les tableaux. Historiquement parlant, personne ne peut contester. Bon, nous ne dirons pas aussi que c'est nous qui avons des terres à réclamer. C'est nous, cette terre-là nous appartenait. Bon, ça c'est scientifiquement, ce n'est pas parce qu'à l'époque, avant le partage d'Afrique, le Congo n'était pas Congo. Bien qu'on avait des royaumes qui existaient, mais le Congo n'était pas Congo. Donc Kagame a raison. Non, il n'a pas raison, je dis ceci. Il n'a pas raison. Mais je suis d'avis avec mes aînés, ici présents, que les Congo, l'occupation occidentale, s'il faut bien voir, l'Allemagne avait récupéré la partie orientale de notre pays. Où actuellement là, vous avez le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie et tout ça. C'est vrai qu'il y a certains de nos royaumes, à l'époque, étendaient leur superficie au-delà du lac Kivu. C'est vrai, là, on ne peut pas contester. Mais, voici là où maintenant nous nous posons des questions. Parce qu'on peut aller dans l'historique, tout ça là, ça ne va pas donner la solution actuelle. Madame, vous savez que Kagame est sorti de son silence pendant que une partie de notre terre est entre les mains de l'EAC. C'est ça le problème. Il y a la partie est. La partie est de notre pays est entre les mains de l'EAC. Et Kagame, connaissant l'affaire, il vient, il vous bombarde de certains propos. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est ce que nous devons comprendre. Vous savez, aujourd'hui, madame, c'est nous qui ne comprenons pas. Pendant que nous sommes là derrière la verre, tout ce, derrière les verres, pardon, en train de boire, pardon, excusez-moi le concept, Kagame a réformé le système éducatif du Rwanda. Aujourd'hui, on est en train d'enseigner aux enfants rwandais, aux enfants, déjà dès le bas âge, que au monde, il y a 3 nations qui ont perdu leur terre et 2 les ont déjà récupérés. Il reste Rwanda pour récupérer la sienne. On enseigne encore aux enfants. Chutez s'il vous plaît. Madame, c'est très important. C'est là où nous dormons. Pendant qu'ici, on ne forme même pas, on ne forme pas les enfants. C'est comment s'y mettre et comment s'opposer à cette aventure ici. Parce que nous risquons peut-être de les quitter, nous. Laisser cette affaire et ça va continuer. Mais là, qu'est-ce que nous disons sur nos enfants? Ils enseignent encore à ces gens-là, aux enfants rwandais, que aujourd'hui, mourir pour réclamer sa terre, c'est être béni au ciel. Merci. Mais, voici ce que nous faisons aujourd'hui. Vous avez vu Kagame qui répond, qui agit, pardon. Nous, en marketing, on dit, lorsque vous avez une attaque de votre produit par rapport à votre adversaire,
vous devez répondre par une contre-attaque à la taille de l'attaque. Merci. Mais ici, chez nous, Kagame parle et au début là, c'est Mouyaya qui tweet. Quelle légèreté. Regardez-moi ce qui s'est passé, je crois, Ouganda et Kenya. Lorsque les fameux fils du général de Museveni, le fameux général là que j'ignore encore le nom, a parlé, il a minimisé les Kenyans. Quelle était la réponse, madame? Merci Alain. Merci. On comprend l'irresponsabilité de nos chefs. À Maître Zor. Là où disons que ça y a après la demain, le pays risque de nous partir. Merci là, beaucoup. On risque. Madame Kibumba est déjà récupérée, je vais vous informer. Kibumba est récupéré entre la et M23. C'est très compliqué. Demeurez quand même optimiste. Maître Zorobabel, je vous passe la parole. Vous êtes président d'un parti politique qui est membre de l'Union Sacrée. Quelle est la politique publique de l'Union Sacrée ou encore de notre gouvernement par rapport à la question sécuritaire de l'Est? Madame, je veux d'abord commencer par recadrer... Allez-y. Vous avez le plein droit. Les CID ou les CID. Et au travers de les CID Fayou. Nos frères ici ne doivent pas se perdre dans la schizophrénie. Moi, je sais une chose importante ici-bas. Lorsque vous avez votre terre qui brûle et que vous avez un enfant qui est malade, on se bat d'abord pour arracher la liberté ou récupérer sa terre. On ne s'occupe pas de l'enfant. Et je croyais que cette catégorie de nos compatriotes pouvait, par ce temps qui court, ne pas se situer dans les camps des collabos, mais contribuer. Parce que nous devons tous être des sapeurs-pompiers. Nous avons un problème dans le pays. Et je voudrais qu'ils puissent aussi retenir que ce n'est pas pour rien que Jean-Pierre Bemba est aujourd'hui élevé au rang du ministre de la Défense. Ce n'est pas pour rien que certains leaders aussi ont essayé de prendre le commande. Mais Jean-Pierre Bemba n'est pas militaire. C'est juste un ancien rebelle. Allez-y, maître. C'est juste question de vous renoncer. Jean-Pierre Bemba a mené le combat sur terrain, plus que même un militaire formé, je ne sais pas dans quelle école. Jean-Pierre Bemba était commandant en chef d'une rébellion qui a fait des preuves jusqu'à venir à Kinshasa et devenir vice-président de la République. Je n'en connais pas deux dans les rébellions que nous avons connues. Jean-Pierre Bemba a des militaires qui sont des généraux aujourd'hui dans notre armée. Comme Constant Dingma. Ben, je ne sais pas, mais ils sont nombreux. C'est pour dire que lui au moins, il a combattu sur terrain. Il connaît le bruit des sifflements de balles, des coups de balle. Donc, il ne faut pas négliger une personne qui a palpé la guerre, qui l'a vécue, qui s'est battu, qui a combattu pour sa terre. Les autres, comme beaucoup de ceux qui parlent ici, n'ont jamais vécu cette épreuve. Donc, il faut avoir de réserve. J'étais en train de dire ceci. Kagame, en 84, il n'existait pas. Moi, en 84, je suis à Beni. Et en 84, il y a la rébellion. Je suis volontaire 78. Déjà 75, 76, 75 même. Qui fut l'instigateur de la rébellion? C'était qui? De l'Est. À l'époque, en 84, c'était qui? C'était en 80. Vous avez parlé des 84, non? Non, j'ai dit moi. Oui. J'étais militaire en 84. Ok. Les rébellions de l'Est existaient, la pensée expansionniste de Tutsi existait, et même l'assassinat de Juvenal Abiyarimana, c'est dans ses plans. Et c'est lui qui a même lancé le roquette qui a assassiné Abiyarimana. Il a dit clairement que c'est Kagame. C'était Kagame. Ce n'était pas Bizimungu? Non, pourquoi? Bizimungu c'est quand? Bizimungu c'est quelqu'un qui est venu en place. Quand les Tutsis, quand les Hutus sont partis, on l'a pris comme étiquette pour servir et puis on l'a arrêté.
Non, c'est-à-dire, nous devons comprendre que c'est notre pays qui est en feu et nous devons tous nous unir pour éteindre les feux. Je vais répondre encore à mon frère sur un aspect. Il n'y a qu'un animal qui ne change pas, et surtout un animal pas encore changé. Il y a une montagne à Tondi, c'est comme ça que j'ai été après l'université, qui ne peut pas changer une montagne. Ou une pierre. Mais pas un homme. Un homme peut changer à tout moment, dès l'instant où ce qu'il pensait être ne l'est plus, et qu'il y a beaucoup de revirements dans la situation sociopolitique, il doit changer. Hier, nous avons exigé, avant d'adhérer à l'Union sacrée, il doit y avoir un texte. On a dit niet. Moi, je n'avais pas adhéré. Aujourd'hui, on fait une charte. Est-ce que vous voulez adhérer? J'adhère sur base d'une charte existante. Et pourquoi? Parce que nous sommes un pays que je considère toujours un pays maudit spirituellement, qui a une malédiction spirituelle. Les gens ne s'entendent jamais. Fayoul, c'est un membre de l'UDPS. C'était déjà un parti politique. Pourquoi avoir créé SID? Il n'est pas le seul. Moi, le MLCO, c'est un parti qui a commencé en 1994. Et depuis, je n'ai jamais changé de parti. Depuis. Maintenant, répondez à ma question. Quelle est la politique publique sur le plan sécuritaire? C'est ce que j'ai dit. Oui. Nous avons la sortie officielle, c'est le 22. C'est le 22. Nous avons adhéré, c'est pour contribuer, n'est-ce pas, comme parti politique, au programme que vous êtes en train de demander. Donc jusque-là, le gouvernement n'avait pas la politique publique. Ou encore le chef de l'État n'avait pas une politique publique. Le chef de l'État, ce n'est pas l'Union sacrée. L'Union sacrée, telle qu'on invite aujourd'hui, c'est l'ensemble de tous ceux qui doivent réfléchir pour voir dans quelle mesure sauver les meubles. OK? Et la sortie officielle, c'est le 22. Donc vous allez attendre connaître la politique publique du gouvernement ou encore de l'Union sacrée par rapport à la question de l'Est? Ça sera public. Pendant que les gens continuent à mourir? Non, le président de la République est en train de s'y pencher, il est en train de travailler. Ne suivez pas ce qu'on est en train, les gens de mauvaise bouche sont en train de raconter. Nous nous battons sur terrain. La situation sur terrain, elle est ce qu'elle est. Personne n'a croisé les bras. Il ne faut pas croire que la situation de l'Est, c'est terminé. Kagame a signé des accords avec je ne sais pas quel diable et il a pris les terres. Non. Si Kagame est arrivé à faire des déclarations aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est trouvé coincé. Merci. Il s'est trouvé coincé. Quand Kagame savait qu'il prenait des avances, il ne parlait pas. Je parlais de Mongachuchu, vous dites que c'était un procès qui... La suspension, c'est par rapport, n'est-ce pas, aux exceptions qui ont été soulevées d'inconstitutionnalité. Mais nous connaissons comment ça se passe dans notre pays, comme on dit, nous connaissons les joueurs et leurs jeux. Ce que vous parlez, ce que vous connaissez, ce sont les libertés provisoires. Mais la suspension, c'est-à-dire vous demeurez en prison. Et il est en prison, Mongachuchu. Il ne va pas sortir. Et là-bas, on doit dire si l'exception est fondée ou pas. Si l'exception est fondée, ok, il sera jugé par d'autres cours. Merci, Maître Sorobabel. Une façon de vous dire tout simplement, madame, oui, que quand il s'agit du pays ou de l'État, nous devons avoir des réserves. Nous devons avoir des réserves. Et tout ne se dit pas sur un plateau comme ça. Vous savez, nous sommes le seul pays en Afrique qui utilise même en matière de sécurité d'État la langue française. La majorité des pays, ils parlent en langue nationale. Merci. C'est pour éviter que vous ne soyez pas épillés par les étrangers. Merci, Maître. Voilà. Je passe la parole à Emmanuel Moloko. Emmanuel, que faut-il faire au grand mot, grand remède? Bon, les grands remèdes... On doit décréter la guerre? Bon, les promesses, c'est ceci. Premièrement, d'abord, je dirais ceci. La guerre est d'abord psychologique. Tellement que les épreuves que nous sommes en train de vivre depuis une certaine, nous dirons plus de 3 décennies là, donc nous sommes tellement affectés.
où ça nous affecte vraiment, où même à travers l'action facile, on a créé les campagnes d'éveil patriotique dénommées Pas une famille sans un enfant dans les FARDC, où on a pu récolter quelques volontaires au sein des FARDC, où à bientôt là on va leur remettre auprès du comment je peux dire encore les noms m'échappent là. À bientôt là déjà on va les remettre, et ensuite nous disons au deuxième niveau que la guerre est aussi économique. Tout ce qui se passe là aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, c'est dû à l'économie. C'est parce que nous voyons aujourd'hui, si nous regardons un peu l'histoire de la République démocratique du Congo, de 1885 à nos jours, nous voyons que lorsque Léopold II a pu vouloir mettre la même mise sur ce qui a été d'abord l'État indépendant du Congo, ça a été d'abord pour son économie. Il visait d'abord, lorsqu'il a senti que non, à bientôt là, il y aura... Vous aimez bien l'histoire, Emmanuel? C'est un historien, on dirait. Vraiment. Bon, je ne suis pas un historien, mais Je la maîtrise moins. bon, le point c'est quoi? Avant d'abord de parler, nous devons d'abord connaître l'histoire. Nous devons d'abord savoir ce qui a été. Et puis nous allons analyser sur les faits. Et alors, présents. présentement là, est-ce que le gouvernement, le pouvoir en place doit déclarer la guerre contre le Rwanda? Bon, la guerre, premièrement, c'est qu'on peut dire la guerre coûte. Hein. La RDC, dans son économie en général, nous pouvons dire que durant toutes ces années, sont vraiment... C'est parce que c'est vraiment un débat patriote. Donc ce n'est pas d'abord, premièrement, que nous sommes venus ici pour un parti politique, nous tous. Donc nous tous, on est derrière les chefs de l'État. Nous soutenons parce que c'est le garant suprême. Donc, Action Fachi recrute ou encore est en train de mener l'éveil patriotique pour recruter des jeunes, aller faire la formation militaire. Alors, lorsqu'il n'y a pas la logistique, lorsque l'armée n'est pas organisée, ça ne serait que du fiasco, non? Ce que je peux dire est ceci. Bon, le problème c'est ceci. Nous avons tous vu comment est-ce que d'abord la volonté politique du président de la République vis-à-vis de l'armée. Où on a le président même c'était l'autre fois, il y a... Veuillez chuter. Ouais, il y a même si c'est quoi, on a même le président même dit que non, il y aura l'amélioration de la vie des militaires congolais. Ce ne sont que des promesses, Emmanuel. Bon, le problème c'est quoi? Bon, tellement que nous sommes tous congolais, nous savons tous que tout ce qui est en train de dire, ça a été toujours des promesses. Non, en réalité, ce n'est pas des promesses. Nous sentons déjà la volonté politique du chef de l'État, où on sait qu'avec lui, on aura quand même des différentes réalisations qu'il est en train de nous promettre. Merci beaucoup, Emmanuel. Je passe la parole à Didier Bofi. La même question. Madame Minouchka. Au grand mot, au grand remède. Madame Minouchka, excusez-moi, vous avez posé une question relative à la politique sécuritaire, politique publique. Oui. On ne peut pas, dans un plateau de télévision, étaler notre politique publique pendant la guerre. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais on ne le sent pas. Numéro 2. On ne le sent pas, c'est qu'il n'y a pas de politique publique. Numéro 2. J'entends mon ami, mon frère, mon compatriote de l'ECD dire des propos que je n'arrive pas à maîtriser. Lequel? Il y a ceci. Pendant que la nation est menacée, pendant que Kagame nous promet l'annexion de certaines de nos terres, devant de telles déclarations, les partis politiques n'existent plus. Ce qui existe, c'est la nation. Ce que je veux dire, je crois que vous êtes journaliste, vous connaissez aussi ces choses. Pendant la guerre, on ne peut pas critiquer de façon acerbe, je précise bien, le commandant suprême des forces armées.
Il en avait fait autant au régime précédent. Ça n'existe pas. Il en avait fait autant au régime précédent, juste un rappel. Madame, allez-y. Je suis dans les principes. Je ne suis pas... Vous m'avez présenté comme un analyste indépendant. Je ne suis ni de X ou Y parti. Je pense que je suis ici pour soutenir ce qui devait être fait. Et ce qui devait être fait, quand ton voisin te donne un coup, aujourd'hui, demain, après-demain, vous criez aïe aïe et après vous aussi vous allez lui donner. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le chef de l'État a dit qu'on connaît quand la guerre commence, on ne connaît pas quand est-ce qu'elle termine. On sent quand même une certaine lâcheté de la part du pouvoir en place. La politique est dynamique, contrôlez bien vos mots. Le président Tshisekedi a dit ces choses avant les déclarations incendiaires de M. Kagame. Vous pensez que le Tshisekedi que je connais aujourd'hui, il va répéter les mêmes propos? Mais non, je vous dis que l'ennemi, je l'ai dit au début, il n'est pas question ici d'un cas de schizophrénie ou de folie. Kagame sait ce qu'il dit et pour moi ces propos peuvent être considérés comme étant une déclaration de guerre. Alors nous, qu'est-ce que nous allons faire? Affûtons nos âmes. J'attends le jour où à l'Assemblée nationale, il y aura une session extraordinaire où je verrai mon vieux Mbosso en tenue militaire, je verrai les ministres en tenue militaire dire qu'à partir d'aujourd'hui, la RDC réplique, est en guerre contre le Rwanda. C'est pas un rêve, attendez, madame. Je crois que les gens nous suivent à la télévision. Oui, ils nous suivent, nous sommes en direct, je vous rappelle. Un rêve finit toujours par devenir réalité. Moi, je pense à l'heure actuelle. On ne doit pas se leurrer. Nous sommes déjà en guerre contre le Rwanda, avec ou sans déclaration de guerre. Parce que quand eux tirent, nous faisons quoi? Nous ripostons. Ça, c'est quoi? N'est-ce pas une guerre? De façon tacite, la guerre est déjà là. Qu'on déclare ou pas, la guerre existe déjà. Moi, je pense, et c'est mon point de vue, je le soutiens. Je ne sais pas si vous avez suivi notre représentant aux Nations Unies, le Venjongola. Il a été clair. Il pose la question au Conseil de sécurité parce que selon les Nations Unies, la RDC doit négocier avec le M23. Et la question qu'on pose et qu'on repose, on peut nous citer une seule nation du monde dont le gouvernement a déjà négocié avec des putschistes, non pas avec des putschistes, avec des terroristes. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de négociation entre la RDC et le M23. Nous sommes déjà dans un rapport de force. Il faut Mandoki et Betama. Ça, c'est mon point de vue que je partage avec quiconque voudrait m'entendre. Merci. La RDC doit se préparer à affûter ses armes pour défendre l'intégrité territoriale de ce pays. Merci Didier Bofi. Alain Zikatedi, quel est l'apport de l'opposition, de la résistance par rapport à cette question? Ne vous limitez pas seulement aux critiques, c'est une affaire nation, vous comprenez? Quel est leur plan? Comme disent chez nous, Madame, laissez-moi également balayer certaines incongruités parce que c'est important. Un peu de respect, qu'est-ce que vous en dites? Non, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Dans un débat, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu n'es pas venu pour intimider les gens. Non, s'il vous plaît, monsieur, s'il te plaît. C'est moi qui fais la réserve-toi, s'il te plaît. On ne se connaît pas, on est venu, on doit se respecter mutuellement. S'il te plaît. Vous parlez, parce que j'ai entendu mon aîné parler d'être sapeur-pompier, parce que la terre est en train de brûler. Mais nous sommes d'avis. Madame, souvenez-vous que nous sommes là et nous avons marché pour que l'EAC ne vienne pas ici. N'est-ce pas nous qui avons dit à M. Félix de ne pas admettre cette aventure? Est-ce qu'il nous a écoutés? Nous lui avons dit que ce que tu fais là, attention, tu es en train plutôt d'amener l'RDC vers la gueule d'un loup.
nous a pas écoutés. Qu'est-ce qu'on n'a pas proposé, madame? Est-ce que nous pouvons aujourd'hui accepter que la RDC, une partie de la RDC parte et que nous restons avec la RDC telle que héritée, ne pas avoir la RDC telle que héritée de nos aïeux? Non, on n'a pas accepté ça. Mais le mal en est que nos frères pensent que la RDC leur appartient. Et ils peuvent prendre des décisions de manière unilatérale. Ils ne nous ont pas cru. Deuxième chose, madame. Nous ne parlons l'accord de Jean-Pierre Bemba. Non, on connaît. Bemba n'est pas venu pour ça. Il est venu pour quoi? Il y a des intérêts pécuniaires. On connaît l'affaire. Bemba n'est pas venu pour ça. Je vous dis, Bemba n'est pas venu pour ça. On connaît. Il y a des gens qui veulent se faire de santé financière. On les laisse faire cette aventure-là. Non, ça nous Vous doutez quand même de la notoriété de Madame, Jean-Pierre Bemba. De son charisme. Était, Jean-Pierre Bemba que vous voyez, était déjà avec Félix, ça fait plus de 2 ans. Il était déjà là. C'est l'un de ses conseillers stratégiques, privés. Il avait tous les canaux en main pour pouvoir proposer à M. Félix. Donc ça, c'est rien. Il ne faut même pas parler de ça. Troisième chose, madame. Mon aîné, je comprends peut-être, il a oublié. Il parle de Fayoulou comme membre de l'IDPS. Mais c'est faux, mon aîné. Nulle part, Fayoulou a été membre de l'IDPS. Il n'a jamais. Fayoulou a collaboré avec les Sphinx. Il n'a jamais été membre de l'IDPS. Donc c'est déjà quelque chose que les enfants, peut-être ceux qui nous suivent, doivent enlever dans leur tête. Alors, la vision, je reviens maintenant à mon ami, qui dit qu'ils ne peuvent pas étaler la vision. La vision, leur vision pendant cette période, parce que nous sommes dans des temps de guerre. La politique publique. Leur politique publique. Ah non, ah oui, ça c'est une vision que j'ai parlé des chefs de l'État, que mon ami parlait là. Parce que lui aussi, apparemment, c'est comme ça que j'allais aussi lui dire, hein, il doit se préparer, apparemment il n'est pas encore trop rodé. En forgeron, devient forgeron. Non, il faut aussi, vous savez, la allez-y. La formation doit être graduelle. Hein? On risque de former. Parce que lorsqu'il parle de la guerre psychologique, ce n'est pas ça le sujet. Apparemment, il ne maîtrise pas le concept de guerre psychologique. Hein? Ça, c'est très compliqué, ce n'est pas bien. Vous ne comprenez pas encore. S'il te plaît, monsieur, tu parles, tu déranges. Tu parlais là, je t'ai regardé. Vous êtes en 3, il faut me laisser beaucoup parler. On n'est pas à 3, on est à 2. Ah, heureusement que tu as compris, vous êtes plus clair. La guerre psychologique. On n'a pas une guerre psychologique. Vous savez la guerre psychologique, madame? Vous voyez Zelensky. Zelensky sait qu'il est faible. Lorsque je parle de Zelensky, je parle de l'Ukraine. En réalité, il sait qu'il est faible devant la Russie. Mais il cherche à donner le ton, à démontrer même à ses compatriotes que, attention, le pays est menacé, nous sommes censés nous battre jusqu'au dernière goutte de notre sang pour pouvoir sauver cette République. Qu'est-ce qu'il a fait? Il porte un polo ou un t-shirt vert. Partout où il passe. Le Conseil des Nations, vous le verrez, il a une attitude. Mais c'est ce que vient de se Il a démontré. C'est ce que vient de se Non, mais il veut voir demain l'Assemblée nationale. J'allais lui dire, c'est une rêverie solitaire, comme disait Jacques Rousseau. Il ne verra pas Mbosso en tenue militaire. Alors, face à ce stade, quelle est la part de la résistance? Madame, quel est votre rapport? Oui, allez-y. Nous faisons la course avec la fleur. Le complot, tout le monde le sait suffisamment que le complot est international. Personne ne peut contester. Mais face à un complot international, il y a une attitude à prendre. C'est cette attitude que M. Félix n'a pas donné l'impulsion. Que Fayoulou possède. Que Fayoulou possède. C'est ça, oui. Mais je vous dis, mon aîné, Fayoulou à la tête de la RDC. Parce que nous le savons. Tout ce qu'on est en train de nous grandir, de nous montrer là, des armes. Il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas d'armes. On ne veut pas nous donner les armes.
Ça, c'est ce qui est connu. Ça, c'est le complot international. On ne veut pas nous donner des armes. Ça, c'est vrai. On ne veut pas que nous puissions nous tenir tête devant le Rwanda. Ça, Laissez-le, s'il vous plaît. vous comprenez? Ça, c'est ce que vous ne maîtrisez pas, monsieur. Veuillez chuter. Ce qui est connu là, ce qu'il faut faire, madame, c'est la dynamique interne. Merci. C'est la dynamique interne que vous voyez. Aujourd'hui, si M. Félix venait avec un symbole, avec des actes un peu gestuels, nous dire aujourd'hui, désormais, parce qu'il lui parle de Mbosso, c'est M. Félix qui a commencé le premier. Merci. Dit désormais, je ôte ma veste. Je ne porterai plus ça. Aujourd'hui, sachez-le que comme partout vous êtes, voici l'attitude, voici la tenue à porter. Vous savez, nous sommes de Bantou. Merci. Nous sommes de Bantou. Et quelque chose que je vais appeler. Nous devons continuer l'émission, s'il vous plaît. Pour un Moutou, madame, lorsque vous êtes menacé, lorsque vous êtes menacé, madame, je suis seul, laissez-moi. Tu n'es pas seul, vous êtes avec eux. Tu n'es pas seul. S'il vous plaît, veuillez chuter. Non, tu n'es pas seul. Oh là là. Un Moutou, madame, un Moutou, lorsqu'il est attaqué, il cède même son lit. Merci beaucoup. Madame, j'avance, je vous donne l'attitude. Nous sommes arrivés à la fin. Maître Zorobabel, vous avez 1 minute pour clôturer l'émission. Je vais dire une chose. Oui. La nullité, par moment, c'est quelque chose que les Congolais doivent connaître, mais regretter. Fayoulou, excusez-moi, c'est une nullité. C'est trop fort, s'il vous plaît. Non. Non, veuillez retirer. Je vais expliquer. Veuillez retirer. Je retire. Mais je vais vous dire une chose. Il est en train de crier, Fayoulou pouvait faire quelque chose. Chutez, clôturer l'émission. Je vais dire quelque chose aussi. Fayoulou, challenger du président de la République. Nous avons une loi dans ce pays sur l'opposition politique. Et cette loi dit ceci. Lorsque vous êtes le chef de file de l'opposition, vous avez le rang du Premier ministre. Chutez. Je ne sais pas si on a déjà organisé, on a déjà veuillez chuter, nous sommes à la fin de l'émission. Je suis en train de chuter. Okay. Et Fayoulou a fui l'opposition pour inventer un mécanisme pour se couvrir qu'il était dans la résistance. Donc c'est une humilité. Mboka Yango Bapeso Bokondi. Il devait parler dans le conseil des ministres. Il n'est pas là. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, ils doivent soulever des nullités. Merci beaucoup. Comme ça. Merci beaucoup. Emmanuel, veuillez conclure l'émission. Bon, ça va. Donc, merci pour la parole encore une fois. Ce que j'aurais à dire est ceci. Donc, dans notre hymne national, on a toujours, il y a une phrase là que j'aime beaucoup. Dressons l'enfant, l'octon courbé. Et puis, nous pleurerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Donc, je pensais que ça allait être vraiment un débat patriote parce que je vois que non. C'est vraiment un thème où il fallait développer plus. Donc, c'était pas vraiment un thème où il fallait d'abord parler des individus. Chutez, s'il vous plaît. Bien consommés. Je demande d'abord à toute la jeunesse congolaise, surtout les jeunes leaders, partout où vous êtes, surtout les pasteurs ainsi qu'on sort où vous êtes. Donc, le pays vraiment est menacé. Vraiment, merci. Nous demandons à tout le monde vraiment d'être vraiment derrière le chef de l'État aussi. Prier pour la nation. Merci beaucoup. Didier Bofi, veuillez conclure. Ouais, je suis quelque peu déçu par la nature, la qualité du débat auquel j'ai assisté aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne, je crois que ceux qui nous suivaient ont pu retenir l'essentiel. Kagame n'est pas fou, contrairement à ce que d'aucuns peuvent croire. Kagame sait ce qu'il dit. Et il rêve l'installation de l'empire, n'est-ce pas, qu'on appellerait Imatuchi. Devant ces velléités expansionnistes, il n'y a plus de partis politiques, il n'y a plus de tribus, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, il n'y a que des Congolais qui doivent être un. Je demande au gouvernement de ne pas dormir, de poser des actes forts. Je rêve le jour où je verrai, comme nous l'aimons bien l'appeler affectueusement Fathi Béton, en tenue militaire. Merci. J'aimerais que les Congolais comprennent que l'ennemi est déjà dans nos murs et que nous devons nous battre. Merci beaucoup. Alain Zikate de conclure l'émission. Voilà, bon, je ne vais pas entrer dans... Je sais que mon aîné veut me faire peur. Moi, j'ai reçu une éducation civique. Je sais
des concepts assez forts là, nous en avons assez, mais je ne saurais peut-être pas rétorquer parce que ça risque peut-être de finir ça. Mais madame, il y a une chose. Concluez l'émission. En 2006, Bemba accepte l'opposition. Alain, concluez l'émission. Qui a donné à Bemba le chef de file de l'opposition? En 2011, Papa Tshisekedi Moulumba, on lui attribua abusivement la deuxième position. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui allait être le chef de l'opposition. Qui lui a donné ces postes-là? Merci. Et qui allait être la troisième personne à avoir ça. On doit connaître l'histoire. Alors, nous ne cessons de dire que ce n'est pas nous qui avons perdu les élections. C'est M. Félix et les autres qui ont perdu les élections. Et ils sont passés dans une forfaiture, dans un hold-up électoral. C'est là où vous nous voyez en train de résister. Mais les gens doivent retenir une chose. Les gens doivent retenir une chose. Ils doivent retenir une chose. Merci. On doit retenir une chose, madame. Que Kagame n'est pas un fou. C'est ça la conclusion. S'il te plaît, monsieur. Mais ça, c'est pas Didier, débat. vous ne passe pas l'émission. C'est pas ce débat. Concluez. Si tu n'es pas habitué à des débats là, il faut Concluez. Concluez directement. Tu Concluez. déranges. Concluez. Ça, c'est grave. Concluez. Madame, nous devons retenir ce que le roi de Belge a dit. Merci. C'est quoi? La RDC n'a pas un leadership fort. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous sommes en train de nous battre pour que nous ayons un leadership fort au sommet de l'État et que nous puissions faire face à toutes ces velléités. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Le débat a été toujours ainsi. Il y a toujours eu des coups par-ci, par-là, supportés. Nous avions reçu Maître Zorobabel Moulang, président du parti politique MLCO. Il est membre de l'Union Sacrée. Alain Zikatedi, secrétaire exécutif provincial de l'ECD, de la résistance de l'opposition, s'il faut le dire. Emmanuel, la résistance, madame. Emmanuel Moloko, il est l'ASBEL Action Fachi, une organisation qui se trouve dans l'UDPS. Et puis, Bofi, il est analyste indépendant. Merci de votre attention soutenue. Je salue Papa Jacques Manzanga depuis la commune de Kimanteke, précisément à Kingasani Yasuka, notre téléspectateur fidèle. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.